plaisir d'accueillir donc Fabio Tacone, le spécialiste de l'arrêt cardiaque, qui vient nous venir de Bruxelles. Bonjour tout le monde et merci pour l'invitation. Cette année-ci, je n'ai pas le Covid de Benoît Aspar, donc c'est bien, je peux être là. Donc on m'a demandé de vous dire qu'est-ce qu'il est nouveau de la prise en charge des patients en post-arrêt cardiaque, c'est mes conflits d'intérêts. La prise en charge en réanimation de l'arrêt cardiaque a fort évolué dans les dernières années. Je pense que dans les années 90, en fait, l'arrêt cardiaque était le patient que personne ne voulait avoir en réanimation. Mais en fait, avec l'amélioration en général de nos soins en réanimation et aussi la compréhension de certaines interventions qui ont un impact sur ces patients-là, on voit que dans la chaîne de survie, la prise en charge intra-hospitalier devient partie de ce maillot. Donc, ce n'est pas seulement important la reconnaissance de l'arrêt cardiaque, la réanimation cardio-pulmonaire, la défibrillation précoce, mais la prise en charge intra-hospitalier peut modifier la trajectoire de ces patients. Alors moi, j'aime bien citer en fait ce papier qui est très vieux, qui date de 72. C'est un papier en fait qui pour la première fois avait évoqué la syndrome post-ressuscitation. En fait, ce qu'il disait Negovski, ce papier en fait a été republié par Resuscitation 50 ans après. C'est qu'en fait, ok, c'est l'arrêt cardiaque, c'est une pathologie hyper aiguë, il faut intervenir vite, le malade sinon il décède, mais en fait, les problèmes commencent quand le malade arrive à un rythme, à une circulation spontanée. C'est en fait la deuxième partie de la prise en charge de ces patients, c'est justement traiter les complications de l'ischémie et perfusion qu'on observe, qui est évidemment à la physiopathologie elle-même de l'arrêt cardiaque. Et donc, je crois que quand on parle de prise en charge en réanimation, on doit toujours tenir compte de ce qui sont les 4 points principaux. Le premier, évidemment, c'est que le malade a subi un arrêt cardiaque. Il faut évidemment se poser la question quelle est la cause. Et probablement traiter la cause évite aussi une récidive d'arrêt cardiaque. D'aller traiter ce qui a dysfonction cardiaque qui est associée souvent dans ces patients, souvent présente. D'essayer de minimiser, si possible, les conséquences de l'anoxie sur le cerveau, qui est parmi les organes qui est le plus sensible au manque d'oxygène, en tout cas celui-là pour lequel les conséquences persistantes ont un impact important sur le devenir des patients. Et en général, en fait, vu que tous les autres organes sont quand même dépendants de l'apport d'oxygène, essayer de manipuler ou de minimiser les conséquences de l'ischémie des perfusions. Et ces 4 points-là, en fait, qui font partie de la syndrome post-resuscitation qui est décrit depuis des années, ont été en tout cas mis en évidence dans les guidelines de prise en charge en post-arrêt publiés par la ERC et les ICM en 2021, qui en fait essayent, avec leurs différents algorithmes proposés, de faire une synthèse de la littérature et vous proposer quelles sont les différentes interventions dans ce genre de patients. Alors évidemment, je n'ai pas le temps de tout faire, mais je voudrais juste focaliser sur quelques points de réflexion. Je pense que c'est important aussi parce que ça fait partie en tout cas des publications récentes qui ont permis en tout cas de modifier ces guidelines. La première question est comment on gère la cause précipitant. Alors vous avez cet excellent algorithme en fait qui combine la coronarographie, parce que la plupart des cas, 60% des cas, reste une cause cardiaque. Si la coronarographie est négative, on va au CT parce qu'il peut y avoir une embolie pulmonaire, ou alors 8 à 10% des cas, faire un scanner cérébral parce que la cause en fait de l'arrêt cardiaque est une cause cérébrale, essentiellement un stroke hémorragique. Et cet algorithme, qui est un algorithme, moi je trouve très bien, très clinique, qui est souvent dérivé de plusieurs observations de registres, pose toutes ces questions éternelles. L'arrêt cardiaque qui arrive à l'hôpital à 2 heures du matin, qui a un premier ECG qui montre pas de stémie, faut-il réveiller le cardiologue pour faire une choro? Alors s'il y a des cardiologues dans la salle, ils vont dire évidemment non. Mais nous, on est des gens très énervés. Il faut évidemment qu'on cherche tout de suite la cause de l'arrêt cardiaque. Donc, on avait une habitude de rappeler plusieurs fois le cardiologue la nuit pour faire une choro et faire éventuellement le traitement de la cause sous-jacente. Et tout ça est lié à des analyses de registre qui disent qu'effectivement, vous trouvez 30 à 50% des lésions chez des patients qui ont un ECG pas typique, en tout cas d'asthémie, et que si vous arrivez à traiter ces lésions avec une angioplastie, ces malades avaient en tout cas un outcome meilleur que les autres qui n'avaient pas de lésions détectables. Alors, on a commencé par des études aux Pays-Bas, dans lesquelles en fait on a randomisé des patients qui arrivaient à l'hôpital avec un arrêt cardiaque extra-hospitalier avec un ECG type d'anostémie, vers une coronarographie immédiate, vous voyez, dans les 2 heures d'admission à l'hôpital, versus on attend jusqu'au 5e jour pour décider de faire oui ou non une coronarographie dite retardée.
Alors, c'était une population essentiellement de rythmes choquables, parce que c'est la plupart des rythmes choquables s'associent à une lésion coronarienne, et 80% des patients avaient un arrêt cardiaque avec des témoins, avec un temps entre l'arrêt et retour d'une circulation spontanée relativement court, 15. Donc, en gros, quand vous voyez la population, c'est une population très sélectionnée, d'arrêts cardiaques qui sont certes des arrêts cardiaques, mais pas trop instables. En tout cas, il n'y a personne qui est en choc cardiogénique. Et encore une fois, vous voyez la courbe de Kaplan-Meier sur votre droite. La probabilité d'être en vie en jour 90, c'est 90, pardon, j'ai oublié, on est en France. C'est exactement la même dans les deux stratégies. Donc ça veut dire effectivement que si vous prenez une population très sélectionnée, stable, de rythme choquable, dont l'ECG ne montre pas de stémie, on peut attendre pour faire une coronarographie. Il ne faut pas la faire en tout cas dans les heures qui suivent la mission à l'hôpital. Alors, je ne veux pas faire la liste de toutes les études, mais cette première étude a amené à d'autres qui en fait ont confirmé ces résultats. Études allemandes, dans lesquelles on a inclus aussi des rythmes non choquables. Encore une fois, vous voyez une grosse proportion de patients qui ont un arrêt cardiaque avec des témoins et un temps à récupération d'une circulation spontanée assez court. Encore une fois, quand on voit les taux de lactate à l'admission, c'est des patients qui sont dans une situation certes d'arrêt cardiaque, mais qui ne sont pas instables. La stratégie est coronarographie immédiate dans les 3 heures, voire on attend 48 heures pour faire la coro, et vous voyez que l'évolution des patients est exactement la même, même si on doit regarder sur la courbe de Kaplan-Meier, on dirait que la survie est plus élevée dans le groupe qui a une coronarographie retardée. Et il y a une troisième étude, en fait, qui est une étude, lui, française, beaucoup plus petite, qui en fait a sélectionné une population un peu plus grave, beaucoup plus de rythmes non choquables, avec un temps de 27 minutes pour avoir une circulation spontanée. Vous voyez, coronarographie immédiate dans la demi-heure versus retardée 55 heures. Encore une fois, l'outcome est le même. Alors, cette question est, la réponse à cette question est donc on ne doit plus faire de coronographie chez les arrêts cardiaques qui arrivent à l'hôpital avec un ostémie. En tout cas, on peut attendre 4-5 jours pour la décider. Alors, je vous attire votre attention sur tout en bas sur le côté PCI. Les coronographies, l'angioplastie qui sont évidemment effectuées, parce qu'on voit que seulement un tiers des patients, pour finir, reçoit un traitement d'une lésion dite responsable de l'arrêt cardiaque. Donc ces études-là, en fait, ont testé une stratégie de faire une coro chez tous les patients. La question évidemment qui se pose est, est-ce qu'on serait capable d'identifier les patients qui ont une lésion coronarienne pour laquelle l'angioplastie aurait tout à fait sa place, qu'elle soit précoce ou retardée. Et donc c'est un peu le problème des études pragmatiques dans lesquelles on étudie des populations très hétérogènes. On essaie de sortir une réponse en disant l'étude il est NS, il n'y a pas de différence, donc il ne faut plus faire des coros précoces. Alors qu'on voit effectivement c'est une stratégie d'approche thérapeutique. La coro systématique, certes, ce n'est pas indiqué, mais il y aura certainement un tiers de vos patients pour lesquels cette intervention thérapeutique a tout à fait sa place. Et ça, c'était la méta-analyse des études publiées qui montrent qu'effectivement, une stratégie systématique de coro pour l'onostémie avec arrêt cardiaque ne s'associe pas à une modification de l'outcome des patients. Dans la gestion des autres complications, il y a plusieurs questions qui restent ouvertes. Dans les guidelines, c'est le contrôle de la température, c'est le traitement de la pression artérielle, les modifications, en tout cas la gestion des gaz du sang et le traitement agressif des épilepsies. Alors, je ne sais pas si j'ai le temps de tout faire, en tout cas je vais essayer d'approcher la première question qui est quel niveau de pression artérielle faut-il choisir pour un patient en post-arrêt cardiaque. Les guidelines vous disent 65 mm de mercure. Et moi quand je pose la question à mes collègues, ils me disent pourquoi 65 et on me dit parce que c'est physiologique. Moi, je ne pense pas d'avoir 65 de moyenne actuellement, en tout cas ma pression artérielle est plutôt sous les 90, j'espère. Et donc 65, il n'y a rien de physiologique, en fait c'est juste l'association du niveau de pression artérielle raisonnable avec une probabilité accrue d'outcome défavorable quand la pression artérielle diminue en dessous de 65. Ça c'est vrai pour l'arrêt cardiaque, c'est vrai pour le choc septique. Et la question qu'on sait depuis des années dans les études observationnelles, qui sont utiles en tout cas pour susciter la discussion, c'est que chez le patient cérébralisé, on sait depuis longtemps qu'il faut une pression artérielle plus élevée pour augmenter le débit et augmenter l'oxygénation, que chez les patients cérébralisés, il y a une anomalie de l'autorégulation et que souvent la pression artérielle optimale auquel l'autorégulation est plus performante est autour de 80-90 mm de mercure. Et en tout cas, dans les études observationnelles, on voit une association, ce qui ne veut rien dire probablement, entre une pression artérielle plus élevée et un outcome favorable. Donc c'est logique de se dire, voilà, est-ce que c'est bien de viser 65, qui est très bien pour le cœur et sa pochage, ou 85-90 pour le cerveau, qui est quand même un des organes qui détermine, en cas de lésion installée, le devenir de ces patients. Alors il y a deux études qui ont été des études
de phase 2, vu leur taille, c'est une centaine de malades, une étude belge, Neuroprotec, et une étude finlandaise, Comacare, qui en fait ont étudié deux stratégies un peu différentes. Neuroprotec, c'était on met un cathéter pulmonaire, on essaye de viser une pression artérielle plus élevée, 85 à 100 mm de mercure, et une saturation veineuse d'oxygène entre 65 et 75, versus Comacare, dans lequel la seule différence était le niveau de pression artérielle, 65-70 versus plutôt 80-90. Et les deux études, en fait, ont montré que les deux stratégies sont exactement les mêmes en termes de devenir, même si, en combinant ici les malades des deux études qui avaient un choc et un infarctus aigu du myocarde, on voyait que les patients étaient bien séparés en intervention, et dans le groupe dans lequel on visait une pression artérielle plus élevée, la troponine avait des valeurs plus bas. Donc c'est un signe quand même de safety, comme je dis souvent. Ce n'est pas parce qu'on a fait un infarctus du myocarde en étant choc, en post-arrêt cardiaque, que viser une pression artérielle est certainement délétère pour le cœur. Je n'ai pas dit qu'il faut le faire, mais en tout cas, c'est une étude qui montre que ce n'est pas si délétère pour certains patients de viser une pression artérielle plus élevée en post-arrêt cardiaque. Alors vous savez très bien qu'il vient de sortir sur New England ce gros étude danois qui inclut plus de 700 patients, qui en fait était une étude très intéressante parce que les auteurs en fait ont testé un système un peu closed loop, c'est-à-dire qu'ils ont un système dans lequel la pression artérielle est directement réglée pour viser le niveau choisi, 63 mm de mercure, même un peu plus bas de ce qui dit les guidelines, et 77 mm de mercure, ce qui était dans leur analyse de phase 2, la pression artérielle, en tout cas, qui permettait meilleure séparation dans les deux groupes. Et vous voyez encore une fois, dans la plupart des études en réanimation, vous voyez clairement qu'une stratégie de niveau pression artérielle bas ou pression artérielle élevée n'a pas d'effet au niveau du devenir des malades. La deuxième question qui se pose est sur la gestion de la ventilation. Si la pression artérielle reste un point important, c'est comment je règle l'oxygène. On sait que mettre des niveaux d'oxygène trop élevés, c'est vrai pour la réanimation en général, et c'est vrai surtout en cas d'arrêt cardiaque, pour augmenter les effets délétères de l'oxygène sur les tissus, la production des espèces réactives de l'oxygène. Et dans plusieurs études observationnelles, on a en tout cas vu que les malades qui expérimentaient de l'hyperoxie, avec des définitions différentes d'hyperoxie en termes de PaO2, avaient en tout cas un outcome défavorable de façon plus fréquente que ceux qui avaient un niveau d'oxygène normal. Et donc il y a là aussi des études randomisées. Une étude finlandaise qui a comparé un niveau, disons, d'oxygène, je dirais, normal versus une vraie hyperoxie modérée, 150 à 188 mm de mercure, montrant que les patients étaient bien séparés dans les groupes. En tout cas, il n'y avait pas de différence dans les deux groupes en termes de NSE ni d'outcome neurologique. Il semblerait que utiliser une hyperoxie, en tout cas modérée en post-arrêt cardiaque, ne semble pas augmenter les risques de lésions cérébrales si on utilise l'NSE comme biomarqueur cérébral par rapport à des niveaux d'oxygène normaux. La question est, est-ce que je peux tolérer chez ces patients en post-arrêt cardiaque une espèce de hypoxémie permissive? Moi, je n'aime pas trop, en fait, j'ai un patient cérébrolésé, en plus, lui ajouter une lésion secondaire, mais physiologiquement, on pourrait imaginer que moins d'oxygène diminuerait les lésions de peroxydation au niveau des cellules. Et c'est une sous-analyse de l'étude ICU-ROX qui a testé, comme vous savez, le fait de pouvoir titrer les FiO2 vers 21% chez la plupart des patients versus une stratégie dans laquelle on vise 97 SpO2 dans le groupe conservateur. Et dans le sous-groupe des patients d'arrêt cardiaque, ce signal qui semblerait favoriser plutôt l'utilisation d'une hypoxémie permissive dans ce genre de patients. Et les Australiens, vous savez, sont en train de faire maintenant Megarox, 44 000 malades randomisés dans deux stratégies, pour lesquels il y a au moins 1000 malades en arrêt cardiaque qui seront donc testés pour confirmer éventuellement ou pas cette hypothèse. Il faut quand même savoir que la stratégie d'une hypoxémie permissive a été partiellement répondue quand même par cette étude danoise, qui est le même que je vous ai présenté tout à l'heure, l'étude Box, qui a randomisé de façon factorielle pression artérielle et oxygène. Et ça, vous avez le résultat sur l'oxygène. Vous voyez que quand on compare deux niveaux de PaO2, une qui est relativement hypoxémique, l'autre qui est à niveau normaux, on voit que les deux stratégies produisent en tout cas des résultats très similaires. Si l'oxygène est important, c'est important aussi le CO2, parce que le CO2, surtout quand il est en hypercapnie, pourrait augmenter la vasodilatation au niveau cérébral et augmenter la perfusion cérébrale. Et dans cette hypothèse-là, nos collègues australiens chez ANZIX ont déjà fait une phase 2 qui montre que induire de l'hypercapnie en post-arrêt cardiaque dans le premier 24 heures, c'est faisable et qui semblerait même s'associer à une proportion de patients qui ont un outcome favorable plus élevé
qui est une stratégie de normocapnie. Et c'est important de regarder les valeurs ici, sur le côté droit de la slide. 35-45 CO2 normal, une vraie hypercapnie induite, 50-55 mm de mercure. Alors, les Finlandais ont essayé de proposer la même chose, même si les niveaux de PCE2 étaient vraiment différents. Je pense qu'ils sont plutôt comparés de la normocapnie versus de l'hypocapnie. Encore une fois, une stratégie appliquée de façon dans une population très hétérogène n'apporte pas de différence en termes d'outcome neurologique. Mais nous devons attendre encore quelques mois pour l'étude TAM, qui est une étude qui a randomisé 1800 patients dans une stratégie donc de normocapnie versus hypercapnie. Les résultats seront présentés à EasyChem à Bruxelles en mars 2023, qui permettra de répondre à la question si l'hypercapnie induite en phase immédiate en post-arrêt cardiaque a vraiment un impact sur le devenir des patients ou pas. Alors, pour des questions de temps, je vais peut-être skipper l'hypothermie. J'ai une Procon debate cet après-midi avec Jean-Baptiste Lascarou. Je fais de la publicité. Si vous voulez venir, vous pouvez venir. Ça va être intéressant. C'est 1h30 de discussion. Je garde un dernier point important qui est le traitement de l'épilepsie. Parce que s'il y a une chose que beaucoup de réanimateurs craignent en post-arrêt cardiaque, c'est soulager la présence d'épilepsie post-anoxique qui sont souvent vues comme un marqueur de sévérité pour lequel il faut arrêter les soins, il ne faut rien faire de plus. En tout cas, c'est ce qui, pendant des années, était suggéré dans la littérature. Épilepsie post-arrêt cardiaque, c'est juste le cerveau qui est grillé, il ne faut pas continuer davantage. Alors, nos collègues hollandais ont lancé cette étude de Telstar, à laquelle nous avons aussi participé, qui avait proposé de traiter de façon très agressive, jusqu'à 3 lignes d'antiépileptiques, voire de la sédation des troubles épileptiformes post-arrêt cardiaque, versus une stratégie dans laquelle on met une seule ligne et on attend. Alors, si on regarde encore une fois l'étude, on voit que la proportion des patients qui décèdent elle est très élevée, comme attendu dans ces cas des patients très sélectionnés, mais la proportion des patients qui récupèrent un état neurologique raisonnable est exactement le même qu'on traite ou pas de façon aiguë ces malades. Alors, beaucoup de gens pourraient interpréter ça en disant, bah voilà, épilepsie post-arrêt cardiaque, il ne faut pas traiter. Eh bien, il y a effectivement, il est important de savoir d'où l'épilepsie naît, et parfois les analyses post-hoc sont intéressantes dans ce genre d'études, et ça a été présenté pour cette raison-là. Si vous avez un malade, et ça c'est très rare, qui a un EG normal, et sur lequel il y a des épilepsies qui s'installent en post-anoxique, ça vaut la peine de traiter ces patients. Il semblerait que dans ces cas-là, contrôler l'épilepsie s'associe en tout cas à un outcome meilleur. Vous voyez, le sous-groupe est très limité, on parle de 36 malades, mais c'est même logique. Les G vous montrent que le cerveau il est normal au départ, il fait des épilepsies, ce qui est possible post-arrêt cardiaque. Le traiter pourrait encore réverser l'épilepsie, potentiellement favoriser la récupération des malades. Quand par contre l'épilepsie s'installe sur un tracé EDG qui est déjà très mauvais, un tracé qui est plat ou un tracé avec des JPETs, des charges périodiques généralisées qui sont souvent le témoin d'une grosse atteinte neurologique, le fait qu'on traite ou on ne traite pas, ça ne va pas modifier la récupération neurologique. Donc encore une fois, la possibilité d'adapter vos choix thérapeutiques en regardant les patients. Alors, j'ai fait cette série de présentations en vous disant qu'à la fin, si on regarde juste les résultats des études, qui sont tous non significatifs, on dirait qu'à la fin, less is more. Less is more, c'est un truc qu'on voit souvent maintenant en réanimation, qui moi, ça m'énerve profondément parce que j'ai l'impression qu'on n'a pas envie de travailler. Less is more vient de l'architecture. Donc, c'est un architecte allemand qui en fait avait dit que quand on fait des nouveaux buildings, il ne faut pas regarder les trucs trop compliqués, il faut en fait plutôt se concentrer sur la forme, bien structurée, pas être trop baroque. Et c'était en fait importé dans beaucoup d'autres disciplines, dans la médecine. Et quand je vois dans la discipline, dans la médecine, dire less is more, il faut faire moins, il faut faire moins, il faut faire moins. Il faut faire moins parfois, il faut faire moins, mais à bonne science. Il faut savoir qu'est-ce qu'on fait. Et en fait, ce que nous, on voudrait faire, c'est plutôt individualiser. On sait aujourd'hui qu'appliquer l'hypothermie, un niveau de pression artérielle plus élevé, l'oxygène plus bas ou la CO2 élevée chez les patients d'arrêt cardiaque, en tout cas de façon systématique et non réfléchie, ça ne va pas modifier le devenir de vos patients. Ce qui manque terriblement en réanimation, de savoir quel est le malade qui a besoin d'une pression artérielle plus élevée en post-arrêt cardiaque, quel est le malade qui va avoir des effets secondaires de l'hyperoxie en post-arrêt cardiaque, quel est le malade qui a besoin d'avoir une CO2 plus élevée en post-arrêt cardiaque, quels sont les patients pour lesquels traiter l'épilepsie en post-arrêt cardiaque pour avoir un impact sur leur devenir. Alors je vous dis, ça c'est très beau à dire, mais nous manquons en fait des moyens aujourd'hui pour pouvoir individualiser, que ce soit le Doppler, très utilisé en France, en Belgique, le NIR cérébral ou d'autres outils. Nous manquons en fait de stratégies, de protocoles thérapeutiques individualisés ou guidés dans le monitoring qui permet de montrer que cette stratégie individualisée améliore le devenir de nos patients. Et donc le message, le take-home message que je peux vous donner, c'est quand vous regardez les guidelines, c'est qu'en fait le contrôle de la source,
le contrôle de la dysfonction myocardique, la protection cérébrale et la gestion des ischémies de perfusion, c'est en fait basé sur des choix. Quel est le patient que je vais amener à la coronarographie? En tout cas, la coronarographie, je vais la faire de façon retardée quand à discuter le cas par cas. Je vais peut-être individualiser le niveau de pression artérielle. Et c'est peut-être un choix qui se fait en interne en fonction de ces bons pratiques pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe. Je vous montre la pression artérielle, quel est mon but? Je modifie la vitesse au Doppler, je modifie l'oxygénation cérébrale, regardez les conséquences sur le malade. La même chose, oxygène, CO2, le choix de la température, le contrôle de l'épilepsie, ce n'est pas pour tous les patients, mais c'est encore une fois individualisé. Et en général, toujours s'occuper de ce malade. L'arrêt cardiaque, c'est une pathologie très compliquée et donner de la bonne gestion en réanimation pour la gestion de la dysfonction multi-organes et parfois aussi une bonne intervention. Merci. Merci pour cette présentation. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Alors là, allez-y, parlez fort. Hein. Alors, le problème des myoclonies, c'est un problème important parce que pas toutes les myoclonies sont associées à des anomalies allégées. Donc c'est très important, je pense, aujourd'hui, déjà poser la question, vous avez une myoclonie, à quoi ça correspond? Est-il un malade inconscient ou conscient? Vous savez qu'il y a des myoclonies post-anoxiques chez les patients conscients, le syndrome de Lance-Adams, qui sont plutôt tardives. Les myoclonies précoces, en fait, c'est très important de voir léger, parce qu'un EG qui a des corrélats électroencéphalographiques avec les myoclonies, donc le status myoclonique, et en tout cas un pronostic très fort de devenir défavorable. Là, en général, quoi qu'on fasse, de ce que je sais en littérature, un status myoclonique bien déterminé, il n'y a pas vraiment de survivants. Si vous avez par contre des myoclonies chez les patients qui sont en train de se réveiller, comme la syndrome de Lance-Adams, alors en discutant avec nos collègues neurologues, on utilise beaucoup le Rivotril, qui est en fait une benzodiazépine en fait, qui semble marcher pas mal. Et en général, les antiépileptiques fonctionnent pas terriblement bien parce qu'il n'y a pas vraiment d'activité, comme on dit, commerciale sur laquelle ils peuvent agir. Et en tout cas, le traitement des myoclonies post-anoxiques, en tout cas persistant tardif chez les patients conscients, est quelque chose en fait qu'on connaît depuis longtemps, mais qui est très très peu étudié en termes de la meilleure stratégie. Oui. Ah, ça, c'est une excellente question parce que quand j'ai commencé à faire l'AREA, en fait, il y avait cette idée qu'il ne faut pas donner de glucose au cérébro lésé. C'est qui est un peu absurde parce qu'en fait, le cerveau, il a quand même besoin de glucose pour fonctionner, c'est son essence, en fait, si vous voulez. Donc, pour la gestion, l'administration du glucose, en tout cas, on sait qu'aujourd'hui, même si vous commencez précocement nutrition entérale, c'est les datas de Jean-Baptiste Lascarou, en tout cas en observationnel, c'est tout à fait bien toléré, ça n'associe pas des complications supplémentaires. Donc, je pense que l'apport de glucose et nutriments, aujourd'hui, ce n'est pas un souci. La grosse question reste quel niveau de glucose on va viser avec de l'insuline pour éviter que ces malades soient exposés à l'hypoglycémie ou de l'hyperglycémie persistante. Alors, nous avons gardé la stratégie, si vous voulez, de Nice Sugar. Donc, on est entre 110 et 150 mg par décilitre de glucose en utilisant de l'insuline à niveau continu. Nos amis très voisins de Levant, comme vous savez, ils sont plutôt 80-110. Ils n'en demeurent pas, ils sont restés là-dessus. Ils vont présenter normalement en mars leur énorme étude sur 10 000 malades, je pense, conduite en Belgique, dans laquelle on a à nouveau retesté les 80-110 versus un groupe contrôle qui malheureusement avec une glycémie très élevée. Donc nous sommes restés en là et en tout cas le message est que le glucose, ce n'est pas une contre-indication chez les cérébrolésés et que probablement la gestion de la glycémie, en tout cas pour le peu qu'on connaît, il y a une seule étude randomisée de phase 2 dans l'arrêt cardiaque, on peut utiliser les mêmes niveaux de glucose qu'on utilise chez le patient en réanimation tout venant. Oui.
Ça, c'est une excellente question. Donc, j'ai essayé de me focaliser sur ce qui était nouveau en privilégiant les études randomisées. Parfois, les études physiologiques donnent beaucoup plus d'informations. Pour la pression artérielle, en tout cas, on a des études faites par l'équipe canadienne qui, en fait, ont mis un monitoring de pression intracrânienne et d'oxygène cérébral chez les patients en arrêt cardiaque qui avaient une cause hypoxique, pour lesquels il ne fallait pas anticoaguler ou antiagréger. Et ils ont vu qu'effectivement, 50% de ces patients font de l'hypertension intracrânienne. Ils ont très souvent de l'hypoxie tissulaire, pour lequel une des interventions qui permet d'éviter cette hypoxie tissulaire est augmenter la pression artérielle. Et encore une fois, la pression artérielle qui s'associe à une pression d'oxygène cérébral qui est au-delà des niveaux d'hypoxie, c'est souvent 90 mm de mercure. Et c'est même, entre guillemets, comme vous avez très bien dit, assez logique, parce qu'un malade qui est en arrêt avec des témoins, qui est massé tout de suite et qui a une réanimation assez courte, n'a pas le même niveau d'ischémie de perfusion, en tout cas au niveau cérébral, que quelqu'un qui a un no-flow peut-être un peu plus inconnu, qui a une cause hypoxique, donc il a déjà une lésion qui précède l'arrêt cardiaque et qui a souvent un temps entre l'arrêt et la récupération beaucoup plus long. Donc ça, c'est de la physiologie. Après, est-ce que je dois absolument rentrer à la maison? Mon message est, il faut mettre 90 mm de mercure à tous les arrêts cardiaques hypoxiques. Non, mais certainement, certains patients, comme les malades que vous avez dit, donc un no-flow plus long, un no-flow plus prolongé, sont ceux qui ont un risque, par exemple, de plus d'édème cérébral, donc pour lesquels peut-être un monitoring de ce qui se passe au niveau du cerveau serait intéressant. Oui. Non, absolument non. Nous, on va commencer, donc ça a été en fait testé par trois groupes de ce que je sais. C'est le groupe canadien a beaucoup plu là-dessus. Et en tout cas, 2 groupes au Japon qui ont montré que c'est possible de le faire. Le problème, encore une fois, c'est mettre des cathéters dans la tête à des patients. Pourquoi, en fait? Et donc, il faut savoir que les premières études de la pression intracrânienne dans l'arrêt cardiaque, c'est des études françaises des années 80, qui ont montré qu'à l'époque, on ne s'édétait pas beaucoup, on ne faisait pas de contrôle de température. Il y avait effectivement une proportion de patients qui faisaient de l'hypertension intracrânienne. Il y a un risque d'hypertension intracrânienne qui est certain. Il y a 6% des patients en post-arrêt cardiaque qui font de la mort cérébrale en ischémie de perfusion, jusqu'à 20% dans la ICPR, parce que c'est vraiment une ischémie très prolongée. Donc, ce n'est pas quelque chose qui n'existe pas. Mais ma recommandation est de continuer comme vous faites. Mais nous, par exemple, dans nos services, parce qu'on a l'expertise un peu dans le monitoring intracérébral, on a un projet que pour les malades en arrêt cardiaque d'origine hypoxique, qui n'ont pas besoin d'un temps d'agrégé anticoagulé, on va commencer le monitoring pour voir aussi qu'est-ce qui se passe. Est-ce que c'est vrai qu'on a 20 à 30% de pression intracrânienne élevée? Est-ce qu'on peut traiter cela? Deuxième question. Est-ce que cela a un impact sur le malade? C'est la question qui va arriver dans les prochaines années. Mais donc, mon message n'est pas de faire ça chez tout le monde, mais encore une fois, individualiser le monitoring comme les interventions en fonction de vos patients. Et peut-être, petite proportion d'entre eux pourraient aussi avoir une hypertension intracrânienne et devraient être monitorisés. Il n'y a pas d'autres questions. Je pense qu'on va clore la session. On remercie encore tous les intervenants pour la qualité de leur présentation. Merci beaucoup.